Bonjour les amis, voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, donc sur l'équilibre et l'amour. Étant donné que de trop d'amour naît la haine, de trop d'affinité ou de trop d'attraction naît la répulsion, et de trop de sympathie naît l'antipathie. Tout est question d'équilibre magnétique, comme vous allez le comprendre et le voir. Donc on sait déjà que nous sommes dans un monde de dualité. Donc ce qui implique un côté positif et un côté négatif, donc un côté masculin, un côté féminin, et que l'union des deux engendre une neutralité, donc un équilibre, comme un plateau de balance à deux pôles, et le milieu est le lieu où s'équilibrent les deux, les deux polarités. Donc voilà, et si un côté de la balance pèse plus lourd que l'autre, ben, il y a un dérèglement magnétique et ça entraîne donc des conséquences sur le plan physique. Ok. On sait donc que l'homme est entouré d'un champ électromagnétique invisible pour les yeux physiques qui s'appelle un champ toroïdal, donc qui a une forme comme ceci, donc une genre de pomme. Enfin, si on le regarderait tourner et qu'on le regarderait d'en haut, ça ressemble à un donut. Ok, ça c'est ça ici, la partie qui descend et qui monte ici, c'est un hyperbole. Donc c'est ce qui se passe dans l'axe médian d'inertie du champ toroïdal. Il se crée un hyperbole, hein, comme une énergie gyratoire qui tourne, qui s'expand et puis qui se contracte de nouveau, qui se résorbe, hein, infiniment. Okay, un peu comme le lemniscate. C'est ça que ça représente aussi. Donc on sait que le champ toroïdal est polarisé, donc il a un côté positif masculin, un côté négatif. Et ici au centre, dans le point, c'est la neutralité qu'on désigne par le chiffre, par le symbole du lemniscate. Donc on sait que le point 0, le point d'inertie, c'est dans le cœur. Donc le cœur est ce point 0 par où l'énergie, donc avec le sang par exemple, étant donné que le sang est une matérialisation de l'énergie, de la lumière vitale, le sang donc rentre dans le cœur et ressort du cœur. Donc il se recycle par le cœur, il se résorbe dans le cœur pour se régénérer. C'est pareil pour l'énergie électromagnétique, donc qui passe par ce point central. Donc c'est pour ça que la voie christique est appelée la voie cardiaque, car elle équilibre les deux côtés, hein, qu'il y ait trop d'amour et pas assez d'amour, qu'il y ait le bien et le mal. Ce mouvement d'influx et de reflux pour le cœur s'appelle le diastole et le systole. Okay, cette polarisation de fait, bah, on peut la rendre analogue à tout ce qui comporte une division double, hein, comme l'expire et l'inspire, l'expansion et la contraction, le reflux et l'influx, le yang, le yin, le jour, la nuit, l'été, l'hiver, le feu et l'eau. Et on pourrait continuer la liste encore avec beaucoup de termes. Mais là n'est pas la question de la vidéo. En fait, je voulais donc vous montrer, vous expliquer que l'homme a donc autour de lui ce champ toroïdal électromagnétique, hein, et que tout autour, donc, dans le vide, il y a des courants électromagnétiques, hein, des ondes qu'on appelle la lumière astrale. La lumière astrale, c'est la lumière support invisible de la lumière visible. Okay, les clairvoyants peuvent la, la capter par leurs yeux physiques, mais c'est une lumière sur une fréquence supérieure à celle que nous, on perçoit généralement avec nos sens. Donc ça demande des exercices d'ascèse et de méditation, mais là n'est pas le but de la vidéo. Donc on est entouré de courants dans la lumière astrale où circulent toutes formes de pensée, toutes sortes d'entités, toutes sortes de souvenirs,
Et selon les endroits et les lieux, les atmosphères sont chargées positivement ou négativement. Les endroits sont chargés par des entités et des pensées bénéfiques ou par l'inverse des courants de pensées perverses et nocives. Et donc cette lumière astrale est connectée à toute personne baigne dans ce fluide de lumière astrale. Et donc ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un, par exemple, ici on a un homme, ici on a une femme, donc on part pour faire le champ toroïdal. C'est pas facile de dessiner en tenant une main. Vous voyez, ici au-dessus, on met un hyperbole. Donc ça, c'est l'énergie qui se recycle par une expansion et une contraction dans le point médian. Et donc, quand des gens s'envoient des courants entre eux, et que les gens ont une affinité... quand déjà l'invisible champ toroïdal électromagnétique d'une personne, qui comporte donc tous ses souvenirs et tous ses actes et toutes ses pensées, quand ces pensées vibrent sur une onde similaire à des pensées d'autrui, il se crée alors une sympathie. Il y a un courant qui va et un courant qui revient. Mais ce courant de sympathie, s'il y a une trop grosse tension d'un côté et un manque d'attention de l'autre, ça va engendrer un déséquilibre. Et donc, à partir d'un moment, au lieu de s'envoyer, ce que celui a envoyé de trop va lui revenir. Et ça va créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre va engendrer donc des conflits. Et ces conflits vont engendrer une antipathie. C'est justement ce qui se passe souvent dans les histoires d'amour. C'est qu'à un moment, une personne aime mieux que l'autre et l'autre aime plus que l'autre. Et souvent, celui qui aime plus que l'autre se sent lésé. Hein, et donc, à un moment, se crée comme un mur de répulsion, puisque une partie a émis trop de tension et l'autre, au lieu de l'absorber, l'a rejeté. Et c'est ce qui se passe donc aussi généralement intuitivement quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît pas, c'est parce que son fluide astral ne correspond pas vibratoirement avec le nôtre et engendre donc un mur de répulsion, étant donné que les ondes vibratoires de nos pensées sont sur des ondes similaires. C'est pour ça qu'il est dangereux de rester par exemple avec des gens méchants et criminels, parce que à force d'être dans leur influence d'énergie invisible, il se peut qu'on se fasse parasiter par des courants de pensée nocives qui essayent donc d'accaparer notre psychisme. Car l'âme est donc ce médiateur, hein, l'âme dans la poitrine, l'âme le médiateur est ce médiateur entre justement ces courants d'ondes positives et négatives. Quand quelqu'un à la fois et qu'il est initié à la sagesse, il peut reconnaître ce genre de courant de pensée et les rejeter, mais quelqu'un qui n'a pas d'empire sur lui-même et qui n'a aucune connaissance de toutes ces choses-là, eh ben, il se laisse, comme on dit, posséder, mais c'est pas une possession comme on l'entend en fait, c'est une suggestion. Donc la pensée ou l'entité, la forme d'énergie nous suggestionne. On dit que une pensée vient 3 fois. Après 3 fois, si on y a résisté, elle disparaît. Mais il paraît que le démon vient nous tenter 3 fois. Donc voilà. Donc avec ça, je voulais vous lire donc un passage qui explique un peu ce que je viens de vous expliquer. Ok. Donc je vais laisser ma tablette et après je reprends. Merci. En nous servant du mot fluide, nous employons une expression reçue, et nous cherchons à nous faire comprendre par ce moyen. Mais nous sommes loin de décider que la lumière latente soit un fluide. Tout nous porterait au contraire à préférer dans l'explication de cet être phénoménal le système des vibrations. Quoi qu'il en soit, cette lumière étant l'instrument de la vie, se fixe naturellement à tous les centres vivants.
Elle s'attache au noyau des planètes comme au cœur de l'homme, et par le cœur nous entendons en magie le grand sympathique. Mais elle s'identifie à la vie propre de l'être qu'elle anime, et c'est par cette propriété d'assimilation sympathique qu'elle se partage sans confusion. Ainsi, elle est terrestre dans ses rapports avec le globe de la Terre et exclusivement humaine dans ses rapports avec les hommes. C'est pour cela que l'électricité, le calorique, la lumière et l'aimantation produits par les moyens physiques ordinaires non seulement ne produisent pas, mais tendent au contraire à neutraliser les effets du magnétisme animal. La lumière astrale subordonnée à un mécanisme aveugle et procédant des centres donnés d'autotélie est une lumière morte et opère mathématiquement suivant les impulsions données ou suivant les lois fatales. La lumière humaine, au contraire, n'est fatale que chez l'ignorant qui fait des tentatives au hasard. Chez le voyant, elle est subordonnée à l'intelligence, soumise à l'imagination et dépendante de la volonté. C'est cette lumière qui, projetée sans cesse par notre volonté, forme ce que Swedenborg appelle les atmosphères personnelles. Le corps absorbe ce qui l'environne et rayonne sans cesse en projetant ses miasmes et ses molécules invisibles. Il en est de même de l'esprit, en sorte que ce phénomène nommé par quelques mystiques le respire, a réellement l'influence qu'on lui attribue, soit au physique, soit au moral. Il est réellement contagieux de respirer le même air que les malades et de se trouver dans le cercle d'attraction et d'expansion des méchants. Lorsque l'atmosphère magnétique de deux personnes est tellement équilibrée pour que l'attractif de l'un aspire l'expansion de l'autre, il se produit un attrait qu'on nomme la sympathie. Alors l'imagination, évoquant à elle tous les rayons ou tous les reflets analogues à ce qu'elle éprouve, se fait un poème de désir qui entraîne la volonté, et si les personnes sont de sexes différents, il se produit en elles, ou le plus souvent dans la plus faible des deux, une ivresse complète de lumière astrale qu'on appelle la passion, proprement dite, ou l'amour. L'amour est un des grands instruments du pouvoir magique, mais il est formellement interdit aux magistes, du moins comme ivresse ou comme passion. Donc là, vous voyez, je vous ai lu un passage qui explique un peu ce que je viens d'imager. Et puis ici, il continue. Ce circulus toujours renaissant d'une vie indomptée qui donne le vertige aux imprudents, cet esprit corporel, ce corps igné, cet éther impalpable est présent partout. Cette immense séduction de la nature, comment la définir tout entière et comment qualifier son action? Indifférente en quelque sorte par elle-même, elle se prête au bien comme au mal. Et puis ici un autre passage. La lumière astrale ou la forme de la lumière intellectuelle. Non, la lumière astrale est la réalisation ou la forme de la lumière intellectuelle, comme celle-ci est la réalisation ou la forme de la lumière divine. Le grand initiateur du christianisme, comprenant que la lumière astrale était surchargée des reflets impurs de la débauche romaine, voulut séparer ses disciples de la sphère ambiante des reflets et les rendre uniquement attentifs à la lumière intérieure, afin qu'au moyen d'une foi commune, ils puissent communiquer ensemble par de nouveaux cordons magnétiques qu'il nomma grâce, et vaincre ainsi les courants débordés du magnétisme universel, auxquels il donnait les noms de diable et de Satan, pour en exprimer la putréfaction. Opposer un courant à un courant, c'est renouveler la puissance de la vie fluidique. Aussi les révélateurs n'ont-ils guère fait que deviner par la justesse de leurs calculs l'heure propre aux réactions morales. La loi de réalisation produit ce que nous appelons le respire magnétique, dont s'imprègnent les objets et les lieux, ce qui leur communique une influence conforme à nos volontés dominantes, surtout à celles qui sont confirmées et réalisées par des actes. En effet, l'agent universel ou la lumière astrale latente cherche toujours l'équilibre. Il emplit le vide et aspire le plein, ce qui rend le vice contagieux comme certaines maladies physiques et sert puissamment au prosélytisme de la vertu. C'est pour cela que la cohabitation avec des êtres antipathiques est un supplice. C'est pour cela que les reliques, soit des saints, soit des grands scélérats, peuvent produire des effets merveilleux de conversion ou de perversion subite. C'est pour cela que l'amour sexuel se produit souvent par un souffle ou par un contact, et non seulement par le contact de la personne même, mais au moyen des objets qu'elle a touchés ou magnétisés sans le savoir. L'âme aspire et respire exactement comme le corps, elle aspire ce qu'elle croit du bonheur et respire des idées qui résultent des sensations intimes. Les âmes malades ont mauvaise haleine et vicient leur atmosphère morale, c'est-à-dire mêlent à la lumière astrale qui les pénètre des reflets impurs et établissent des courants délétérés. On est étonné souvent d'être assailli en société de pensées mauvaises qu'on n'avait pas cru possible,
et l'on ne sait pas qu'on les doit à quelque voisinage morbide. Ce secret d'une grande importance, car il conduit à la manifestation des consciences, un des pouvoirs les plus incontestables et les plus terribles de l'art magique. Le respire magnétique produit autour de l'âme un rayonnement dont elle se fait centre, et elle s'entoure du reflet de ses œuvres qui lui font un ciel ou un enfer. Il n'y a pas d'acte solitaire, il ne saurait y avoir d'acte caché. Tout ce que nous voulons réellement, c'est-à-dire tout ce que nous confirmons par nos actes, reste écrit dans la lumière astrale où se conservent nos reflets. Ces reflets influencent continuellement notre pensée par l'entremise du diaphane, et c'est ainsi qu'on devient et qu'on reste l'enfant de ses œuvres. La lumière astrale transformée en lumière humaine au moment de la conception est la première enveloppe de l'âme, et en se combinant avec les fluides les plus subtils, elle forme le corps éthéré ou le fantôme sidéral dont parle Paracelse dans sa philosophie d'intuition, Philosophia Sagax. Ce corps sidéral, en se dégageant à la mort, attire à lui et conserve longtemps par la sympathie des homogènes les reflets de la vie passée. Si une volonté puissamment sympathique l'attire dans un courant particulier, il se manifeste naturellement, car il n'a rien de plus naturel que les prodiges. C'est ainsi que se produisent les apparitions, mais nous développerons ceci plus complètement à un autre chapitre. Ce corps fluidique soumis comme la masse de la lumière astrale à deux mouvements contraires, attractifs à gauche et répulsifs à droite, d'où réciproquement chez les deux sexes produit en nous les luttes des différents attraits et contribue aux anxiétés de la conscience. Souvent, il est influencé par les reflets des autres esprits, et c'est ainsi que se produisent soit les tentations, soit les grâces subtiles et inattendues. C'est aussi l'explication du dogme traditionnel des deux anges qui nous assistent et nous éprouvent. Les deux forces de la lumière astrale peuvent être figurées par une balance où sont pesées nos bonnes intentions pour le triomphe de la justice et l'émancipation de notre liberté. Le corps astral n'est pas toujours du même sexe que le corps terrestre, c'est-à-dire que les proportions des deux forces varient de droite à gauche, semblent souvent contredire l'organisation visible. C'est ce qui produit les erreurs apparentes des passions humaines et peut expliquer, sans les justifier en aucune façon devant la morale, les singularités amoureuses d'Anacréon ou de Sappho. Voilà, donc c'était un passage sur l'équilibre magnétique et la lumière astrale et ce que j'ai tenté un peu de vous imager. Donc vous avez compris, hein, un côté gauche, contraction d'expansion, et donc comme expliqué, notre champ toroïdal personnel est submergé d'ondes, de pensées, de souvenirs, d'images réflectives du passé. Je pense des images anticipées du futur qui nous créent des intuitions. Et donc, cela, quand vient dans l'atmosphère d'une personne correspondante, eh ben, nos idées se partagent instantanément. C'est pour ça qu'il y a souvent dans les histoires d'amour des couples qui ont une relation amoureuse encore au temps du bonheur, eh ben, ils ont souvent des coups de télépathie, donc la personne dit ce que l'autre pense et inversement. Et puis à un moment, quand la répulsion commence à s'installer, eh ben, ce courant télépathique est perdu. Ok. Donc il est important de ne jamais, en fait, de trop demander à quelqu'un, ça l'empêche de donner en fait. Il faut donner sans attendre en retour. Parce qu'une fois qu'on envoie et qu'on attend en retour, ben là il se crée un déséquilibre. Tant qu'on donne sans attendre en retour, eh ben l'équilibre est maintenu jusqu'à ce que peut-être l'autre personne change de perception dû à l'entrée d'un autre champ toroïdal dans sa vie. Hein. C'est ce qui se passe souvent quand quelqu'un, par exemple, papa et maman elle passe souvent à la maison, maman travaille souvent à l'étranger, maman a un collègue, maman est souvent dans l'atmosphère du champ toroïdal du collègue, et ben à ce moment-là se créent des sympathies, des nouvelles sympathies qui effacent et annihilent les anciennes, qui pourront toujours ressurgir, mais généralement
l'amour c'est comme ça, c'est une force de sympathie qui se crée, qui garde un équilibre. Et puis quand une distance ou des, des faits de la vie font que on ne peut pas maintenir cet équilibre, eh ben, il se crée une sympathie avec un autre équilibre. Ça peut être aussi papa avec la voisine. Donc vous voyez ce que je veux dire. En fait, l'amour c'est quelque chose de subtil en fait. Hein. L'amour c'est la vie et la vie c'est l'équilibre. Parce que si les deux côtés de la balance ne sont pas équilibrés, ben il y a une dégénérescence énergétique qui s'installe. Donc il est important de saisir cet équilibre, hein. Que cet équilibre soit entre deux personnes, ou que cet équilibre soit au milieu de nous. Il faut essayer de maîtriser par le cœur le mental et ses idées suggestionnantes, et surtout les émotions montantes, donc les impulsions des passions inférieures, de les maîtriser aussi dans ce qu'on appelle le plan cardiaque, hein. C'est par la volonté du cœur que l'homme change la négativité de sa vie. Donc vous comprenez que il est important de garder l'équilibre en toute chose et de vouloir donner sans attendre en retour. Parce que donner et recevoir, c'est dans la même continuité, hein, de polarité. Donc important l'équilibre, important de fréquenter des gens positifs pour que notre champ énergétique ne se fasse pas infecter ou suggestionné par des choses qui ne nous correspondraient pas. Mais de toute façon, toute pensée extérieure ou entité ne peut agir que s'il y a un plan de réception en nous, dans notre âme ou notre conscience. Pareil pour un vice, on peut être tenté d'un vice que si on a déjà commis ce vice ou qu'on l'a dans notre nature passionnelle, animique. Ça, c'est écrit dans notre thème astral. On peut reconnaître les vices et les vertus que l'homme pourrait développer ou contracter pendant son incarnation. Donc voilà. Donc vous voyez, vous êtes entouré d'un champ électromagnétique toroïdal, et ce champ toroïdal ressemble à un donut vu d'en haut, mais il ressemble à une pomme vue de côté. Hein. Ça peut aussi être cette fameuse pomme d'Adam et Ève avec le serpent, parce que dans le champ toroïdal, il y a la pomme qui tourne, et il y a l'onde sinuosidale, donc des deux pôles. Hein. Donc ça, c'est la serpentation. Donc vous voyez le serpent et la pomme, et Adam et Ève, donc la vie qui se manifeste par le point zéro, ben c'est en rapport avec cette allégorie énergétique aussi. Et si vous regardez par exemple la Terre, c'est la même chose. La Terre, moi je suis pas un partisan du globe ni de la Terre plate, je suis entre les deux, je sais pas. En tout cas, j'ai une théorie que j'avancerai un jour, mais pas pour le moment. En tout cas, pour moi, il y a un pôle central sur Terre qu'on appelle d'une façon erronée le pôle Nord, je pense. On pourrait l'appeler le pôle Nord. Alors le pôle Sud serait tout autour. Ça, c'est ce qu'on voit dans Game of Thrones. Hein. C'est un mur de glace qui représente le pôle Sud. Et puis il y a un pôle Nord, un pôle central. Et donc si vous regardez ça du point de vue horizontal, le pôle central qu'on appelle chez les hindous le mont Meru, donc le centre où l'arbre d'Yggdrasil, donc vous voyez, l'arbre d'Yggdrasil, c'est le point zéro, le point d'inertie du champ toroïdal qui tourne sans cesse autour de la Terre. Mais bon, là j'ai très mal dessiné. Mais vous voyez ce que je veux dire, vous essayez de saisir, c'est que il y a donc, comme notre cœur, un point d'inertie, un point zéro, le pôle central Yggdrasil, on pourrait dire aussi l'arbre des séphirotes, donc l'arbre qu'on appelle l'arbre cosmique, donc c'est l'axe cosmique
de l'équilibre électromagnétique, c'est là où il y a les aurores boréales. C'est parce que la lumière électromagnétique, la lumière astrale, crée ces ondes de vibration, de réverbération qui créent ces colorisations dans le ciel. Étant donné que le spectre du prisme, c'est de couleurs, on retrouve ces couleurs dans les ondes de répulsion vibratoire du plan zéro du pôle central de la Terre, autour duquel tourne aussi un champ toroïdal. Si on sort des limites du pôle sud, qui est un cercle de glace, je ne sais pas où est-ce qu'on arrive. Ça, c'est mes recherches qui détermineront ma théorie. En tout cas, j'ai lu pas mal de chercheurs qui disent qu'il y a encore des terres, comme par exemple William Guicard, cet aviateur de l'armée qui avait dépassé le pôle et qui avait vu des terres non immergées en dehors de glace, quoi. Donc des terres pleines de vie, de fruits et avec des êtres apparemment qui auraient un corps plutôt semi-éthérique. Donc comme on parle de la théorie des lémuriens hyperboréens, des hyperboréens. Donc voilà. Donc ça c'est une théorie que je reviendrai dessus peut-être un jour. En tout cas, par exemple dans Game of Thrones, on voit ce mur de glace et on retrouve ce symbole encore sur cette carte-là dans les Nations Unies. C'est la même carte parce que les feuilles de laurier font ce mur. Et je pense que si on se dit qu'on est dans un cercle, en fait on est dans un parc humain géant, quoi. Et au-delà, il y a encore plein de vie, plein de créatures, mais on nous empêche de les connaître parce qu'on nous garde dans une sorte de dôme. Donc, comme disent les conspirationnistes, de prison, de matrice. Je ne sais pas. En tout cas, on en rediscutera. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, mon email, c'est écrit dans mon descriptif. Et mon Facebook, c'est Thomas Freedoms. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer. Si vous avez des sujets que vous voudrez approfondir, on pourrait en discuter. Et je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.